Le prix du soja est passé du simple au double sur les 12 derniers mois au Cameroun. La question qu'on peut naturellement se poser, c'est celle de savoir en fait quelle est la raison. La deuxième question, c'est de savoir en fait quel est l'impact de cette variation sur notre économie. Ça, c'est de façon générale, mais de façon plus spécifique, c'est de savoir quel est l'impact de cette variation sur les petites entreprises camerounaises qui dépendent en fait du soja. Dans cette vidéo, en fait, je me pose en fait la question, d'accord? Au niveau de Django, on essaie de réfléchir justement à trouver les solutions et nous souhaitons justement vous impliquer dans cette réflexion. Et pour le faire, en fait, ce que je fais, c'est de partager avec vous les différentes informations en fait que nous avons. Alors, je discutais avec un agriculteur qui est dans la zone de la Damawa, qui m'expliquait en des mots très simples. En fait, il m'a dit, il y a 3 semaines, les Nigériens sont arrivés au marché et ils ont tout acheté. La semaine d'après, ils sont revenus et ils sont allés dans les champs des producteurs de soja et ils ont tout ramassé. Et il m'a précisé la chose suivante. En fait, ils arrivent et puis ils disent, c'est quoi le prix? En fait, ils demandent le prix du marché et puis ils mettent 100 francs sur le kilogramme. En gros, c'est à peu près ce qui se passe sur le terrain. Et le drame, justement, c'est que ceux qui vivent en fait ces choses, c'est les producteurs, c'est bien entendu les intermédiaires qui savent ce qui se passe depuis plusieurs années, depuis des dizaines d'années. Mais les consommateurs, ou bien le peuple de façon générale, en fait, ne sait pas nécessairement ce qui se passe. Alors dans cette vidéo, je veux partager justement ce type de choses parce que jusqu'à il y a 6 mois, je ne pouvais pas dire ce que je peux dire aujourd'hui. Mais la question fondamentale qu'on se pose, c'était de savoir en fait comment est-ce que ça se fait comment est-ce qu'on peut bâtir une économie stable? Comment est-ce qu'on peut bâtir une entreprise stable dans un marché aussi instable en fait? C'est la question qu'il faut se poser. C'est juste celle que je pose en fait aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas de partager en commentaire vos points de vue en fait sur la question. Alors, il faut rappeler, hein, peut-être pour que les gens apprécient un peu la valeur du marché euh, dont je suis en train de parler actuellement. Donc aujourd'hui, je crois que cette semaine, aujourd'hui c'est dimanche, et cette semaine, on a reçu pour près de 4000 tonnes de soja de demande en fait sur Djangolo. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Djangolo, que vous pouvez visiter sur djangolo.cm, www.djangolo.cm, est une plateforme qui a pour objectif de vous apporter l'information stratégique dans le domaine de l'agribusiness afin de vous permettre à vous de faire votre business avec beaucoup plus de performance, avec beaucoup plus d'agilité. Donc ce que nous on fait en fait, c'est de collecter l'information sur le marché et la mettre à votre disposition sur la plateforme parce que nous sommes actuellement en train de digitaliser toutes les chaînes de valeur agro-business. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nous avons un certain nombre d'informations par rapport à chaque spéculation ou à chaque secteur d'activité. Et nous essayons, dans le cadre de cette chaîne YouTube, de vous partager au maximum non seulement les tendances du marché, les challenges du marché, les problèmes du marché, les différentes opportunités, bien entendu. Donc, en revenant à notre sujet, il est question en fait de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait. Prenons le cas pratique, n'est-ce pas, d'une entreprise qui est basée peut-être à Douala ou à Yaoundé et qui a besoin du soja pour s'approvisionner. Donc supposons que le soja est un intrant dans ses... Voilà, s'il fait par exemple du yaourt à base de soja. Alors, si en un an, pour que le consommateur, pour que tout le monde puisse comprendre de façon claire, si la bouteille de yaourt coûte 800 francs, de yaourt de soja coûte 800 francs, disons 500 francs pour faire simple, et que au départ, pour cette petite entreprise, elle achète du soja peut-être à 150 francs ou à 200 francs. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que si cette entreprise, si le soja varie autant en si peu de temps, en moins de 2 ou de 3 mois, passe de 200 francs à 300 francs, comme c'est le cas actuellement, la moyenne, elle va chercher dans 320 francs, 330 francs. Si cette petite entreprise a cette fluctuation en moins de 2 mois de pratiquement 50%,
pour qu'elle puisse tenir le coup, en fait, il faudrait qu'elle puisse augmenter ses prix de 500 francs à peut-être 600 ou 700 francs. C'est la réalité. Donc, juste cette variation de prix peut, en fait, tuer plus d'une entreprise. C'est la réalité, en fait. Alors, du coup, on se pose la question de savoir comment est-ce que tout... Qu'est-ce qui est à l'origine, en fait, de cette variation de prix et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contrôler d'une certaine façon ce qui se passe. Donc, dans cette vidéo, quand je partage, je vous ai dit par exemple tout à l'heure que les pratiques concrètes sur le terrain. Donc, on a des producteurs, des revendeurs peut-être nigériens qui arrivent au Cameroun dans nos marchés et demandent le prix sur le marché et puis doublent l'offre, tout simplement. Pour des raisons, je veux dire, sur le plan capitaliste, oui, ça se fait totalement. Mais la question, c'est de dire comment est-ce qu'on doit pouvoir s'organiser pour pouvoir se rassurer que notre marché est stable. Parce que ceci est vrai au niveau du soja, mais je peux aussi partager l'expérience que j'ai eue récemment en allant au marché du plantain à Douala, marché central, il y a le marché du plantain. Et j'y suis arrivé à 4 heures et le régime de plantain coûtait pratiquement entre 2000 et 2500 francs à 4 heures. À 8 heures, le même régime de plantain se vendait à 1500 francs. La seule raison pour laquelle il y a eu cette variation, c'est que pendant qu'on était au marché, il y a 3 camions qui sont arrivés. Et les 3 camions qui sont arrivés étaient chargés de plantain. Et ces vendeurs de plantain avaient un seul objectif, de vendre le plus rapidement possible et puis s'en aller. Donc à leur arrivée, ils ont vu le prix et puis ils ont divisé le prix par, je sais pas, ils ont baissé le prix peut-être de 30% et tout le marché a suivi, ainsi de suite. Donc ce constat, en fait, il est totalement vrai. Il était vrai au niveau du marché du plantain, mais il est aussi vrai au niveau du poulet. Peut-être pas avec les mêmes pourcentages de variation, mais c'est la réalité, en fait, sur nos marchés. Donc, ce qui veut dire, en fait, que on a un marché, en fait, qui est fait de spéculation pour l'essentiel. Donc, le prix d'un produit est fixé selon que la demande et l'offre sur ce marché, ce jour-là, est à votre avantage ou à votre désavantage. Alors, le gros challenge, en fait, la question qui vient naturellement après ça, c'est de se dire, quand on a fait ce constat, c'est de se dire, est-ce que dans ce contexte, ça a du sens d'essayer d'avoir des industries de transformation? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de se dire, parce que j'ai discuté avec plusieurs usines de transformation, dans le cas du manioc ou de la tomate ou plusieurs autres produits, et ces entreprises avaient de la peine à remettre, à donner des contrats aux différents fournisseurs. Je vais dire, de façon générale, on est dans un écosystème dans lequel des gens ont de la peine à donner des contrats. Mais quand on regarde donc justement de façon globale, si on est dans un système dans lequel les prix du marché peuvent varier juste parce que une ou deux personnes ont garé des camions pour vendre leurs produits et peut-être des gens qu'on n'attendait pas, si le prix du produit sur le marché peut varier autant juste parce qu'un acheteur ponctuel qui ne va pas être là le prochain mois est venu de façon ponctuelle faire varier le coût des produits de pratiquement 30%. Si on est dans un écosystème, dans un marché dans lequel personne ne veut donner de contrat à qui que ce soit, du coup on se demande comment est-ce qu'on fait pour avoir une industrie. Et quand je me suis posé ces questions-là, j'ai très vite aussi compris un peu la position de plusieurs producteurs qui vont par exemple être des transformeurs de piment, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans l'agroalimentaire et qui transforment du piment peut-être en huile de piment ou autre chose. C'est pareil pour l'ananas, c'est pareil pour le manioc. Du coup, la tendance, le seul moyen sûr pour ces industries de pouvoir avoir le contrôle sur leur production, c'est d'être en fait ces entreprises elles-mêmes productrices en fait de
de matières premières. Mais la question qu'on devrait légitimement se poser, c'est de savoir si c'est optimal pour notre écosystème. Parce que d'un côté, on a des milliers de personnes qui sont en train de produire ces différents produits-là chaque jour et n'arrivent pas à vendre. Et de l'autre côté, on a des personnes qui souhaitent avoir des fournisseurs fixes. Parce que le rêve d'un producteur agro-industriel, c'est d'avoir un fournisseur qui peut lui donner un prix relativement stable. Bien entendu, l'idée n'est pas de dire que on va avoir un prix fixe sur toute l'année parce que de toute évidence, les prix varient en fonction de plusieurs paramètres. Mais avoir un fournisseur, déjà à qui on ne peut pas faire confiance parce qu'il va vendre toujours au premier venu ou bien au plus offrant, c'est bon sur le court terme, mais c'est pas bon sur le long terme. Et surtout pour la chaîne de valeur, c'est catastrophique. C'est définitivement catastrophique d'avoir dans la chaîne de valeur des personnes qui vendent sur le court terme, dans ce sens-là. Et c'est une situation justement qui est à la limite dramatique parce que malheureusement, chez nous, on n'a pas de statistiques sur les entreprises qui ferment à cause... Et en fait, on n'analyse même pas déjà assez souvent les raisons pour lesquelles les entreprises ferment. Mais je peux vous dire, en fait, de nos 5 années d'expérience sur le terrain avec Djangolo, que le nombre est grand et le drame, c'est qu'il est croissant. Donc, j'ai fait cette vidéo, en fait, pour pouvoir partager avec vous ces différents éléments-là. Vous donner, en fait, ces situations-là. C'est-à-dire que, on a un système dans lequel l'approvisionnement varie tellement à cause de plusieurs facteurs, entre autres. Le prix du marché peut varier, le prix du produit sur le marché peut varier juste parce qu'il y a un fournisseur qui atterrit là avec un camion, alors les prix vont chuter. De deux, les acheteurs qui arrivent peuvent définir le prix du marché et puis voilà, votre fournisseur d'hier va mettre en priorité cet acheteur de la journée. Bien entendu, quand je le dis, c'est pas tout le monde. Hein. Il y a bien entendu des personnes qui ont des relations sur le long terme avec un certain nombre de personnes, avec leurs fournisseurs. Il y a bien entendu sur le terrain des fournisseurs et des acheteurs qui ont l'esprit de travail sur le long terme. La troisième chose, c'est justement que jusqu'à des niveaux vraiment surprenants, le concept de contrat n'est du tout pas la chose la plus partagée auprès des entreprises et même des grandes entreprises. Alors, on a plusieurs entreprises justement plusieurs grosses entreprises qui vont se dire, qui vont dans leur stratégie juste se limiter au fait, c'est stratégiquement, c'est intentionnellement en fait que ces entreprises essayent de ne pas avoir de contrat avec des gens pour toujours pouvoir jouer sur les fournisseurs, pouvoir jouer sur le fait que voilà, je peux tirer les prix vers le bas, vers le haut, ainsi de suite. C'est bien sur le court terme, effectivement, mais sur le long terme, ça va être super challengeant. Donc, en vous partageant ceci, je suis curieux d'avoir en fait vos avis. Comment est-ce que vous pensez que ce type de situation, comment est-ce que vous pensez qu'on devrait pouvoir stabiliser ça? Bien entendu, je sais que la première réponse va être le gouvernement devrait pouvoir faire ainsi de suite, mais ok, fine. Si vous pensez que le gouvernement peut faire quelque chose, dites-nous ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire, d'une part. D'autre part, je suis plus intéressé encore par ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour pouvoir stabiliser les choses, permettre que tous les acteurs comprennent l'importance justement de pouvoir travailler de façon collaborative, mais surtout de façon contractuelle. Parce que l'autre chose qui est claire, c'est qu'on est beaucoup plus focus sur son activité principale quand on a des fournisseurs en fait qui sont sûrs. Est-ce que vous pensez que dans l'écosystème camerounais dans lequel on est, ou bien africain de façon générale, est-ce que vous pensez que l'approche improvisée qu'on a eu jusqu'ici, c'est-à-dire celle où personne ne donne de contrat, où voilà, on va au marché, on fait son signe de croix en espérant que le marché sera bon, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, ce qui va se passer. On ne sait pas s'il y a un acheteur qui va débarquer rapidement et qui va faire grimper les prix sur le marché. Est-ce que vous pensez que si on continue dans cette logique, si on a un lendemain, on a de l'avenir devant nous, notre industrie a de l'avenir devant elle, ou alors vous pensez qu'il faut qu'on fasse autrement? Et si vous pensez qu'il faut qu'on fasse autrement, quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut déployer en fait pour pouvoir le faire?
qu'est-ce que vous pensez, pour finir, que Djangolo, dans la position qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez que nous devrions organiser? Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied pour permettre justement à tous les différents acteurs qui peut-être ont d'autres challenges? C'est clair, peut-être qu'il y a des entreprises qui ne donnent pas des contrats tout simplement parce qu'elles ont eu de gros challenges ou de gros problèmes. Peu importe, peut-être qu'il y a des fournisseurs qui ne veulent pas aller dans le registre de contrat, peut-être parce qu'elles n'ont pas été payées, ces personnes n'ont pas été payées quand il le fallait, ou bien de la bonne façon, ou alors peu importe la raison. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience dans ce type de deal? Est-ce que vous avez des challenges par rapport à ça? Est-ce que vous avez des points qui vous ont fait dire non, plus jamais avec soit des contrats, soit des trucs, non, je vais en premier venu? Peu importe votre expérience, je voudrais savoir à peu près quel est votre avis et comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait aborder ce problème. Merci de laisser en commentaire. Et pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, merci de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour qu'on puisse justement vous notifier systématiquement chaque fois que nous avons de nouveaux contenus de cette qualité. Merci encore et puis bonne journée à vous.